J'ai tué un homme de sang-froid, dans le silence oppressant d'une nuit parisienne, et pourtant, je dors comme un enfant depuis. Ce n'était pas un meurtre impulsif, non. C'était une sentence, une revanche mûrie dans les ombres de la trahison, comme un vin rouge qui fermente trop longtemps dans les caves de Bordeaux. Et si vous me jugez déjà, arrêtez-vous là, car l'héritier véritable, celui que j'ai effacé de la carte, n'était pas un saint, mais un serpent qui rampait dans les veines de ma propre histoire. Tout a commencé par une lettre, une de ces enveloppes jaunies qui sentent le papier ancien et les regrets non dits. J'étais assis dans mon minuscule appartement du Marais, entouré de livres jaunis et de toiles d'araignée, quand le notaire a frappé à ma porte. « Monsieur Duval », m'a-t-il dit d'une voix qui craquait comme du parchemin, « vous avez hérité d'une propriété à Saint-Tropez. La villa des Oliviers, appartenant à un certain Henri Laurent, décédé sans héritier direct. » J'ai ri, un rire nerveux qui a ricoché contre les murs écaillés. Moi, Alexandre Duval, un traducteur raté de 42 ans, vivant de traductions de romans policiers que personne ne lit, héritant d'une villa? C'était absurde, une erreur grotesque, comme si le destin avait confondu mon nom avec celui d'un nabab. Mais non, les papiers étaient en règle. Henri Laurent, un armateur mystérieux mort dans un accident de yacht au large de Cannes, avait rédigé un testament holographe où mon nom apparaissait, noir sur blanc. À Alexandre Duval, pour service rendu, disait-il simplement. Quel service? Je n'avais jamais entendu parler de cet homme. Pourtant, le notaire insistait, une clause secrète, un legs anonyme. J'ai signé, les mains tremblantes, et 2 semaines plus tard, je descendais du train à Saint-Raphaël, le cœur battant au rythme des cigales. La villa des Oliviers était un joyau déchu, niché sur une colline dominant la mer Méditerranée, ses murs ocre lézardés par le sel et le temps. Des oliviers centenaires tordus comme des supplices antiques bordaient l'allée, et l'air embaumait le thym sauvage et l'iode. J'ai franchi le portail rouillé, et là, pour la première fois, j'ai senti le poids de ce qui n'était pas à moi. Les pièces étaient figées dans une élégance surannée, meubles Louis XV, tapis persans effilochés, et une bibliothèque remplie de volumes en cuir, Balzac, Proust, des traités sur la navigation. Mais au sous-sol, dans un coffre-fort béant, j'ai trouvé les premiers indices. Des lettres jaunies adressées à mon fils perdu, des photos d'un enfant aux yeux sombres et un dossier médical scellé. Henri n'avait pas d'héritier direct? Mensonge. Il y avait un fils, caché, abandonné peut-être. Ce soir-là, seul avec une bouteille de pastis tiède, j'ai fouillé. Les lettres parlaient d'une liaison scandaleuse à Paris, dans les années 70, avec une actrice de la Comédie Française. L'enfant, prénommé Julien, avait été confié à un orphelinat après la mort prématurée de la mère. Henri, rongé par la culpabilité, avait suivi sa trace de loin, finançant des études anonymes, mais jamais plus. Et moi? Pourquoi moi? Une lettre finale, datée de sa mort, expliquait « Alexandre, tu es le seul qui m'a écouté lors de cette confession ivre au bar du Ritz. Tu as porté mon secret sans le savoir. Prends la villa, vis pour moi. » J'avais rencontré Henri, un souvenir flou émergea, un vieil homme au comptoir, murmurant des regrets sur un fil ingrat. J'avais hoché la tête, bu mon verre et oublié. Mais le lendemain, il est arrivé. Julien Laurent, l'héritier véritable, s'est matérialisé comme un fantôme vengeur au pied de la colline. Il avait 38 ans, des cheveux noirs plaqués en arrière, un costume taillé sur mesure qui hurlait l'argent facile et des yeux qui transperçaient comme des lames de Tolède. « C'est à moi », a-t-il dit simplement, sa voix un mélange de français pur et d'accent provençal traînant. Il avait les documents, un testament ultérieur, rédigé par un avocat véreux de Marseille, contredisant le premier. Mon père m'a déshérité par colère, mais il a changé d'avis sur son lit de mort. Vous êtes un imposteur, Duval. La confrontation a été électrique. Il a envahi la villa comme un ouragan, renversant des vases Ming, exigeant que je parte. J'ai résisté, invoquant le notaire, mais Julien riait, un rire froid qui glaçait le sang. Vous ne savez rien de lui, de nous. Il m'a abandonné, oui, mais je suis son sang. Et vous? Un larron chanceux. Ce soir-là, autour d'une table bancale sous les oliviers, nous avons négocié. Il offrait 50 000 € pour que je disparaisse. J'ai refusé. La villa n'était pas qu'une maison. Elle était ma rédemption, un refuge contre les dettes qui m'étouffaient à Paris, contre la femme qui m'avait quitté pour un banquier, contre les nuits où je me demandais si la vie valait un autre verre. Julien est reparti, mais pas sans menace voilée. Je vais vous ruiner, Duval. Vous verrez. Et il l'a fait. D'abord, les avocats, une armée de requins en cravate qui ont gelé les biens, invoquant une fraude. Puis, les rumeurs. Dans le village de Saint-Tropez, on chuchotait que j'étais un escroc, un parasite. Mes traductions? Annulées. Ma banque? Hypothécaire. Je me suis retranché dans la villa,
barricadé derrière des volets clos, survivant de figues volées et de vin aigre. C'est alors que j'ai découvert le premier secret. Dans le grenier, un journal d'Henri, relatant non seulement l'abandon de Julien, mais une trahison plus profonde. Julien n'était pas un innocent. À 20 ans, il avait saboté le yacht de son père lors d'une dispute, causant l'accident qui avait tué la mère. Henri, brisé, l'avait exilé, mais Julien était revenu, mendiant le pardon, et Henri, faible, avait cédé, jusqu'à ce testament rétracté par peur. La rage m'a consumé comme un feu de garrigue. Julien n'était pas une victime. Il était un parricide en puissance, un manipulateur qui avait déjà volé une vie. Et moi, j'avais porté le secret d'Henri sans le savoir, en l'écoutant ce soir au Ritz. J'étais son confesseur involontaire, son héritier moral. La revanche s'est cristallisée cette nuit-là, sous un ciel étoilé où la grande ours lorgnait comme un complice. J'ai fouillé la bibliothèque, trouvé des flacons de produits chimiques, restes des expériences d'Henri, ancien chimiste naval. Un poison lent, indétectable, comme dans les romans de Simenon. Non, je n'ai pas hésité. J'ai invité Julien à dîner, prétextant une trêve. Il est venu, arrogant, avec une bouteille de Château Margaux comme trophée. Nous avons mangé sous les oliviers, le sel de la mer piquant l'air. J'ai versé le poison dans son verre, un toast à l'héritage. Il a bu, riant de ma naïveté. Mais au fil des heures, son visage a pâli, ses mots se sont embrouillés. « Qu'avez-vous » a-t-il murmuré, avant de s'effondrer, les yeux vitreux fixés sur la mer. J'ai traîné son corps vers la falaise, le bordant d'olivier comme un linceul. La chute a été silencieuse, un cri étouffé par le vent. Le lendemain, un accident, glissade fatale, diront les gendarmes. Julien Laurent, retrouvé brisé au pied de la falaise, victime d'un excès de zèle pour sa propriété. Libéré, j'ai vendu des fragments de la villa pour payer les dettes, transformé en un homme nouveau. Mais attendez, ce n'est que le début. Car Julien n'était pas seul. Il y avait une femme, une sœur cachée, et des ombres plus sombres encore. La trahison rampait plus profond, et mon crime n'était qu'un prélude à une vendetta qui me consumerait tout entier. Les semaines suivantes ont été un mirage de paix factice, un calme plat avant la tempête méditerranéenne. J'ai restauré la villa pierre par pierre, employant des artisans du village qui me regardaient de travers mais touchaient leur salaire sans un mot. Les oliviers ont fleuri, leurs fruits amers promettant une huile que je presserais moi-même, comme un rituel païen pour exorciser les fantômes. Paris semblait un rêve lointain, une ville de fumée et de regrets. Ici, à Saint-Tropez, j'étais le maître, le seigneur d'un domaine volé qui m'appartenait par droit de conquête. Mais la nuit, quand le Mistral hurlait, je revoyais les yeux de Julien, accusateur, et je me demandais si le poison n'avait pas aussi corrodé mon âme. C'est elle qui a brisé l'illusion. Héloïse, la sœur de Julien, une apparition sortie des brumes de la Provence comme une Vénus de Milo vengeresse. Elle s'est présentée un matin d'octobre, quand les feuilles des vignes viraient au sang, frappant à la porte avec une détermination qui faisait trembler les gonds. Grande, élancée, avec des cheveux châtains cascadants comme un torrent d'automne, et des yeux verts qui perçaient les mensonges comme des dagues. « Je suis Héloïse Laurent », a-t-elle dit, sa voix un velours teinté d'acier, la fille illégitime d'Henri. Julien était mon demi-frère. Et cette maison est à nous. J'ai gelé sur place, un café brûlant à la main. Une fille. Le journal d'Henri n'en parlait pas. Mais elle avait les preuves. Un collier en or, gravé « à ma fille »,« pardon », et un extrait de naissance falsifié, non, authentique, daté de 1985, fruit d'une brève idylle d'Henri avec une vigneronne de Châteauneuf-du-Pape. Héloïse avait grandi dans l'ombre, élevée par sa mère alcoolique, ignorant son père jusqu'à ce que Julien, ce serpent, la contacte 2 ans plus tôt. Il m'a promis la moitié, m'a-t-elle dit, s'asseyant sans y être invitée, ses bottes de cuir claquant sur le carrelage. Mais il est mort. Et vous, vous profitez. Sa présence était un poison plus subtil que celui que j'avais administré. Intelligente, cultivée, elle parlait de Rabelais et de la décadence des armateurs phocéens comme si c'était son catéchisme, elle me désarmait par sa vulnérabilité feinte. Je ne veux pas la guerre, Alexandre. Partageons. La vie là pour moi, et vous gardez les souvenirs. Mais derrière ces mots, je sentais le calcul. Julien lui avait légué des parts occultes via un trust à Monaco, et elle était venue non pour négocier, mais pour conquérir. Ce soir-là, nous avons dîné ensemble, un repas improvisé de bouillabaisse et de pain croustillant, où elle a pleuré sur l'absence de son frère, me racontant des anecdotes d'enfance volées. J'ai failli craquer, lui avouer tout. Au lieu de cela, j'ai couché avec elle, un acte impulsif sur le tapis persan, nos corps entremêlés comme des vignes en furie. Le lendemain, elle était partie, laissant un mot, « Merci pour la nuit. Mais la maison est à moi. » La trahison m'a frappé comme un coup de Mistral. Pendant notre étreinte,
elle avait fouillé mon bureau, photocopié les documents du notaire. Les avocats ont suivi, une nouvelle salve, arguant d'une fraude successorale. Héloïse n'était pas une victime. Elle était l'héritière matoise, celle qui avait poussé Julien à contester le testament initial, et qui maintenant, veuve de fait, ourdissait pour tout rafler. J'ai fouillé la villa à nouveau, trouvé une lettre d'Henri à elle. « Ma fille, pardonne-moi. Julien est un monstre. Protège-toi de lui. » Ironie cruelle. Elle avait choisi le monstre, comploté avec lui pour dilapider l'héritage. La rage est revenue, plus noire, plus viscérale. Héloïse n'était pas innocente. Elle portait le péché de son frère, et par extension, le mien. J'ai commencé à la suivre, à Nice, où elle dînait avec des notaires corrompus, à Cannes, où elle flirtait avec des promoteurs pour vendre la villa en bloc. Elle vivait dans un appartement haussmannien à Marseille, un nid de vipères où elle recevait des amants éphémères et des conseillers fiscaux. Une nuit, je me suis introduit chez elle, masqué d'une écharpe, et j'ai lu ses carnets. Des plans pour me ruiner, me faire accuser de meurtre. Oui, elle soupçonnait quelque chose pour Julien. « Duval est dangereux », écrivait-elle. « Il a les yeux d'un assassin. » Le twist est venu comme un éclair dans la nuit. Dans ses papiers, un certificat de mariage. Héloïse avait épousé Julien, un mariage blanc pour consolider les parts successorales, un inceste moral qui défiait les tabous provençaux. Ils n'étaient pas frères et sœurs par le sang. Henri avait menti dans son journal pour protéger un secret plus sombre. Julien était le fils d'un rival, adopté par pitié, et Héloïse la vraie fille. Mais leur alliance était perverse, un pacte pour voler l'héritage. J'ai ri dans l'ombre, un rire de dément. Elle n'était pas sa sœur. Elle était sa complice, sa muse du crime. La revanche s'est affinée. Pas de poison cette fois. Trop grossier. J'ai contacté un hacker de la banlieue marseillaise, un gamin au dreadlock qui trafiquait des identités pour 500 €. Il a infiltré ses comptes, transféré des fonds vers des paradis fiscaux, falsifié des emails la faisant passer pour une fraudeuse. Puis, l'APA, une lettre anonyme l'invitant à la villa pour négocier enfin. Elle est venue, seule, dans une robe noire qui soulignait sa silhouette comme une toile de Modigliani. Nous avons bu du champagne, toast à la paix. Mais dans son verre, un sédatif doux, juste assez pour l'assommer. Quand elle s'est réveillée, attachée au lit à baldaquin de la chambre principale, j'ai allumé les lumières. « Pourquoi » a-t-elle murmuré, les yeux écarquillés. J'ai lu ses carnets à voix haute, dévidé le fil de leur trahison. Elle a nié, pleuré, supplié. Julien m'a forcé. C'était pour survivre. Mais je voyais la lueur dans ses yeux, la calculatrice, prête à retourner la situation. J'ai sorti le couteau, un outil de jardinage aiguisé comme une lame de guillotine. « Tu portes le crime de ton frère », ai-je dit. « Et maintenant, le mien. » La lame a effleuré sa gorge, un filet de sang perlant comme une larme écarlate. Mais j'ai hésité. Son corps contre le mien, cette nuit-là, avait éveillé quelque chose. Pas de l'amour, mais une possession maladive. Au lieu de la tuer, je l'ai forcée à signer. Renonciation à l'héritage, exil volontaire. Elle est partie en larmes, jurant vengeance. La villa était mienne, à nouveau. Pourtant, le calme était illusoire. Car Héloïse n'abandonne pas. Elle contre-attaque, et bientôt, les gendarmes frapperont à ma porte, avec des preuves que je n'ai pas plantées. L'hiver a enveloppé Saint-Tropez d'un manteau de brume salée, transformant la Méditerranée en un miroir brisé où se reflétaient mes cauchemars. La villa, autrefois un sanctuaire, était devenue une prison dorée, ses murs ocre suintant des échos de Julien et Héloïse comme une humidité maléfique. J'ai tenté de noyer les souvenirs dans le travail. J'ai rouvert la bibliothèque d'Henri, traduisant ses notes sur la navigation phénicienne en un manuscrit que j'espérais vendre à un éditeur parisien. Mais chaque page me ramenait à lui, à ce vieil homme brisé qui m'avait confié son fardeau sans le savoir. Et moi, son exécuteur involontaire, gardien de ses cendres. Les gendarmes sont arrivés un matin de décembre, quand la tramontane fouettait les volets comme des lames. 3 hommes en uniforme, menés par un capitaine au visage buriné comme du liège, avec une moustache qui évoquait les inspecteurs de Maigret. « Monsieur Duval, nous enquêtons sur la mort de Julien Laurent. Des irrégularités. » Mon cœur a cogné comme un tambour de carnaval. Héloïse. Elle avait parlé, semé le doute, des analyses toxicologiques tardives, un flacon suspect dans la poubelle de la villa. J'ai nié, feint l'innocence, offert du café et des madeleines. Mais leurs yeux fouillaient, notaient les traces de sang effacées sur le tapis, les verres à vin encore tachés. L'interrogatoire au poste de Fréjus a duré des heures, une salle grise où l'odeur de tabac froid collait à la peau. Vous aviez un motif, Duval. L'héritage. Et Madame Laurent affirme que vous l'avez menacée. Héloïse, la vipère, avait inversé les rôles. J'étais l'intrus,
le harceleur, le potentiel meurtrier. J'ai contre-attaqué en silence, engageant un avocat de Draguignan, un renard aux lunettes cerclées d'or qui a démonté leurs preuves comme un puzzle mal assemblé. Pas de corps empoisonné, pas de témoins. Un accident. Les charges ont été abandonnées, mais la souillure restait. Le village me fuyait, les artisans refusaient de revenir, et la villa pourrissait dans son isolement. C'est alors que le passé m'a rattrapé, non pas en fantôme, mais en chair et en os. Une lettre de Paris, manuscrite, tremblante. « Alexandre, je sais ce que tu as fait. Rencontrons-nous. Ta sœur, Camille. » Ma sœur? J'avais été enfant unique, orphelin de parents dans un accident de voiture en 1990, élevé par une tante acariâtre à Lyon. Pourtant, l'enveloppe contenait une photo, moi, enfant, aux côtés d'une petite fille autresse, devant une maison qui n'était pas la mienne. Et un nom, Laurent. Non. Impossible. Camille est arrivée par le train de nuit, une femme de 40 ans aux traits tirés, vêtue d'un manteau usé qui sentait le métro et les regrets. Henri était notre père, a-t-elle dit, s'effondrant dans le salon sous les portraits jaunis. L'histoire qu'elle dévidait était un roman d'appendice. Notre mère, une danseuse de l'opéra, avait une liaison avec Henri dans les années 60, donnant naissance à 2 enfants illégitimes, moi et elle. Mais la jalousie de l'épouse légitime d'Henri avait tout brisé. Un chantage, un exil forcé à Lyon et la falsification de nos identités. Il t'a reconnu dans ce bar, Alexandre. C'est pour ça qu'il t'a légué la villa. Pour réparer. Le choc m'a plié en deux, un uppercut au plexus. J'étais l'héritier véritable, pas par erreur, mais par droit de sang. Henri m'avait trouvé, confessé, et choisi de me rendre ce qui m'appartenait. Julien et Héloïse n'étaient que des imposteurs, des vautours sur un festin volé. Camille pleurait, racontant nos enfances parallèles. Elle, placée en foyer à Toulouse, moi, chez la tante. Julien nous a traqués, murmurait-elle. Il savait pour le testament. Il a tué notre mère pour couvrir les traces. Un mensonge? Non, des preuves, un rapport d'autopsie falsifié, des transferts bancaires de Julien vers l'épouse d'Henri. La révélation m'a transformé en un justicier dément. Héloïse n'était pas une rivale. Elle était une voleuse, complice d'un fratricide. J'ai serré Camille contre moi, jurant vengeance pour notre sang partagé. Ensemble, nous avons comploté. Elle, avec ses contacts dans les archives judiciaires de Lyon, moi, avec les recoins sombres de la villa. Nous avons retrouvé la piste d'Héloïse. Elle s'était réfugiée à Avignon, dans un hôtel particulier loué à des mafieux locaux, vendant des antiquités de la villa au marché noir. Une nuit de pleine lune, quand les loups des Cévennes hurlaient en écho, nous avons roulé vers le nord, la Peugeot brinque-ballant sur les routes sinueuses. L'infiltration était un ballet macabre. Déguisé en acheteur, moi en négociant bedonnant, Camille en veuve élégante, nous avons pénétré son antre, un palais renaissance où les fresques narquoises riaient de nos péchés. Héloïse nous a reçus, méfiante, mais avide d'argent. Les meubles de la villa? Combien? Pendant la négociation, Camille a glissé un somnifère dans son thé à la menthe, et bientôt, Héloïse somnolait, vulnérable comme une poupée de porcelaine brisée. Nous l'avons ligotée dans la cave, entourée de caisses de vin volées. « Réveille-toi, voleuse !» ai-je sifflé, un pistolet emprunté à un pêcheur louche pointé sur sa tempe. Elle a ouvert les yeux, pâle comme un linceul. « Alexandre. Camille, vous êtes. » La vérité l'a frappée, nous, les vrais Laurent, les ombres qu'elle avait chassées. Elle a ri, un rire hystérique. Henri était un lâche. Il vous a abandonné, comme moi. Pourquoi cette folie? Parce que tu as volé notre vie, ai-je hurlé. Julien avait incendié la maison de notre mère à Lyon, causant l'accident qui nous avait orphelinés. Héloïse savait, et avait couvert, par amour tordu pour son frère. Le choix était là, tranchant comme une guillotine, la tuer ou la briser. Camille, les larmes aux yeux, a murmuré « Laisse-la vivre, mais en cage ». Nous l'avons forcée à signer une confession, aveu de fraude, de complicité dans la mort de notre mère. Envoyé par courrier anonyme au procureur de Marseille. Puis, nous l'avons abandonnée, nue et tremblante, dans la cave, avec juste assez d'eau pour survivre jusqu'au matin. Les mafieux l'ont trouvée, et les rumeurs parlent d'un exil forcé en Corse, marqué au fer du déshonneur. De retour à la villa, Camille et moi avons célébré. Un feu de joie dans la cheminée, brûlant les faux papiers. Mais la paix était fragile. Car Héloïse, brisée mais pas morte, ourdissait encore, et un nouveau fantôme planait. L'épouse d'Henri, la matriarche qui avait tout initié. Le printemps a éclaté sur la côte d'Azur comme une grenade trop mûre, éclaboussant la villa de couleurs vives qui masquait à peine la pourriture sous-jacente. Camille s'est installée avec moi, transformant les chambres vides en un cocon de retrouvailles tardives.
des rideaux de lin provençal, des herbes séchées suspendues aux poutres, et des dîners où nous évoquions une enfance fantasmée, tissée de « et si ». Elle était professeure de littérature à Montpellier, une âme sensible qui citait Baudelaire pour panser nos plaies. Il faut plonger au fond du gouffre pour que l'abîme se regarde dans nos yeux. Mais sous ces mots poétiques, je sentais une soif de justice qui rivalisait avec la mienne, une sœur vengeresse, forgée dans les foyers froids. Pourtant, la vengeance n'était pas apaisée. Héloïse avait fui en Corse, mais ses échos résonnaient. Des articles dans Var Matin sur une héritière déchue, poursuivie pour escroquerie, des appels anonymes la nuit où une voix féminine sifflait « Vous paierez pour Julien ». Et puis, la matriarche, Viviane Laurent, l'épouse légitime d'Henri, une veuve de 75 ans qui trônait encore dans un hôtel particulier à Aix-en-Provence, entourée de domestiques et de portraits ancestraux. C'était elle, la toile d'araignée originelle. En 1965, apprenant la liaison d'Henri, elle avait payé des voyous pour terroriser notre mère, causant l'exil à Lyon. Julien, son filleul adoptif, n'était qu'un pion dans son jeu. Héloïse, une alliée recrutée par chantage. J'ai décidé de frapper au cœur. Avec Camille, nous avons planifié l'assaut comme un opéra wagnérien. Infiltration lors d'une réception à Aix, où Viviane fêtait son anniversaire parmi l'élite provençale, maire, vigneron et ombre de la marine marchande. Déguisés en serveurs, moi en smoking étriqué, Camille en tablier amidonné, nous avons servi du rosé de Provence et des amuse-bouches au caviar, nos yeux rivés sur la vieille dame. Une silhouette voûtée mais altière, parée de perles comme des crocs, riant d'anecdotes sur les galères phocéennes. À la famille, tostait-elle, ignorant que la famille qu'elle avait brisée se glissait dans son ombre. Le moment est venu au dessert. Une tarte aux figues empoisonnées, non, pas littéralement, mais symboliquement, saupoudrée d'un laxatif violent acheté en pharmacie discrète. Camille a versé le champagne, et j'ai approché Viviane, feignant un toast privé. « Madame, à votre santé », ai-je murmuré, glissant dans sa poche un médaillon, celui de notre mère, retrouvé dans les affaires d'Henri. Ses yeux se sont écarquillés, un éclair de reconnaissance. « Qui êtes-vous » a-t-elle croassé, la voix brisée comme du verre ancien. Nous l'avons attirée dans le jardin, sous les orangers en fleurs, où l'air embaumait le néroli et la trahison. Là, dans l'ombre des étayers, Camille a déballé l'accusation. Les lettres volées, les témoignages de la mère mourante, les virements bancaires vers les voyous. Viviane a nié, d'abord avec fureur, Henri était à moi. Votre mère, une catin. Puis avec des larmes, un effondrement théâtral. J'ai fait ce qu'il fallait pour protéger notre nom. Julien. Il était mon sang adoptif, mon instrument. Héloïse. Une putain que j'ai achetée pour le silence. Les masques tombaient. Viviane n'était pas une veuve éplorée, mais une machiavélique qui avait ourdi l'abandon de ses propres petits-enfants pour un empire naval en ruine. La lame était à portée. Un jardinier avait laissé un sécateur, aiguisé pour les rosiers. J'ai hésité, le cœur battant au rythme des fontaines baroques. Tuer une vieille? C'était bas, indigne d'un Duval-Laurent. Au lieu de cela, nous l'avons forcé à confesser, un magnétophone dissimulé capturant chaque mot. Aveu de chantage, de complicité dans la mort de notre mère, un empoisonnement subtil, pas un accident. Signé, ai-je ordonné, tendant un papier rédigé par notre avocat. Elle l'a fait, les mains tremblantes, murmurant, la famille. Elle dévore ses enfants. Nous sommes partis sous la lune d'Aix, laissant Viviane effondrée parmi les pétales fanés. Le lendemain, la confession a atterri sur le bureau du procureur. Scandale immédiat, arrestation pour fraude et homicide involontaire. Var Matin titrait « L'héritière d'un empire en disgrâce ». Héloïse, depuis sa Corse, a tenté un contre-coup, une interview larmoyante où elle me dépeignait comme un psychopathe. Mais les preuves étaient irréfutables. Elle s'est terrée, son alliance brisée. Pourtant, le triomphe était amer. Camille et moi, unis dans la vengeance, avons senti le poison s'infiltrer. Des nuits d'insomnie où nous nous accusions mutuellement « As-tu vraiment hésité ?» demandai-je. Et un jour, elle a avoué. Pendant notre assaut sur Viviane, elle avait glissé une dose réelle de poison dans le champagne, juste au cas où. Viviane vivait encore, mais affaiblie, hémiplégique dans une clinique de Marseille. C'était pour nous, a-t-elle dit, les yeux fous. Était-ce justice, ou monstre que nous étions devenus? La tension montait, UAM comme un ciel d'orage sur la Camargue. Des lettres anonymes arrivaient, les Laurent paient toujours. Héloïse, ou pire, un fils caché de Viviane, un neveu vengeur? La villa, notre forteresse, craquait sous les assauts invisibles. Un incendie mineur dans la bibliothèque, des oliviers empoisonnés. Nous nous sommes armés, barricadés, vivant dans la paranoïa d'un polar de Chabrol. Et puis, le coup de théâtre. Camille a disparu une nuit, enlevée ou partie. Un mot sur la table, je porte ton fardeau, frère.
Gâche pas tout. Seul, j'ai plongé dans les archives d'Henri, découvert le dernier secret. Notre mère n'était pas morte par accident, mais par suicide, poussée par Viviane, et Julien n'était pas innocent. Il avait assisté, enfant, et ri. Mais Camille, une lettre jointe. Si je meurs, c'est Héloïse. Sauve-toi. La boucle se resserrait, et ma revanche ultime se profilait. Affronter la dernière vipère, dans les ruelles sombres d'Ajaccio. L'été 2025 a étouffé la Provence dans une canicule infernale, où l'air vibrait comme une corde de harpe tendue à rompre. La villa des Oliviers, jadis un havre, était un tombeau ouvert, ses murs suintant la sueur de mes peurs. Camille disparue, je me suis lancé sur la piste d'Héloïse, traquant ses ombres depuis la Corse jusqu'aux calanques de Cassis. Les appels anonymes s'étaient tus, remplacés par un silence plus menaçant, et les gendarmes, flairant mon implication dans l'affaire Viviane, rôdaient comme des vautours. J'étais un homme traqué, un fantôme dans ma propre héritage, mais la rage me portait, un feu grec inextinguible. J'ai loué un bateau à Bonifacio, naviguant vers Ajaccio sous un soleil qui flagellait comme un inquisiteur. Héloïse s'y terrait, dans une villa napoléonienne louée à des contrebandiers, un repère où l'on chuchotait de trafic d'antiquités et de secrets familiaux. Infiltré comme un archéologue amateur, un mensonge cousu de fil blanc, mais son désespoir la rendait crédule. Elle m'a reçu sur la terrasse dominant le golfe, amaigrie, les yeux creux comme des olives séchées, un verre de myrte à la main. « Alexandre, tu viens finir le travail. » La confrontation a été un duel verbal, un tango macabre sous les pins parasols. Elle a avoué tout, son mariage avec Julien, un pacte d'amour toxique forgé dans l'abandon partagé, le chantage à Viviane pour départ, même la lettre qui avait enlevé Camille, un enlèvement simulé pour me piéger, Camille séquestrée dans une cave d'Ajaccio, vivante mais brisée. C'était pour te faire craquer, a-t-elle ri, un rire de gorgone. Julien est mort par ta main, mais toi, tu es pire, un frère qui tue sa propre lignée. Le twist m'a giflé, Camille n'était pas ma sœur. Henri l'avait inventée, une bâtarde d'une autre liaison, pour tester ma loyauté lors de la confession au Ritz. Tu n'es pas un Laurent, a craché Héloïse. Juste un escroc qui a volé une maison. Le monde a vacillé. Pas de sang partagé? Alors, la villa n'était pas mienne par droit, mais par crime pur. La trahison ultime. Henri m'avait manipulé, me léguant son fardeau pour expier ses péchés sur mon dos. J'ai bondi, le couteau de cuisine sorti de ma ceinture, un geste primal, comme dans les tragédies de Racine. Héloïse s'est défendue, griffant, hurlant, et dans la lutte, la lame a glissé, entaillant son bras. Du sang sur les dalles, un cri qui a alerté les gardes. Fuite chaotique. Je me suis rué vers la cave, trouvé Camille ligotée, les yeux bandés, murmurant « C'est fini, Alexandre. Laisse tomber. » Mais non. Nous avons fui ensemble, volant une Fiat cabossée, roulant à travers les maquis corses vers le ferry de Bastia. Derrière, les sirènes. Héloïse avait appelé les carabiniers, accusant de tentative de meurtre. Sur le bateau, sous les étoiles tyrrhéniennes, Camille a tout déballé. Elle était bien la fille d'Henri, mais moi? Un inconnu choisi pour porter le secret, un bouc émissaire. Il t'a vu au bar, désespéré, et a pensé, lui, il comprendra la douleur de l'abandon. La révélation a fissuré mon âme. J'avais tué pour rien, vengé des fantômes qui n'étaient pas miens. De retour sur le continent, la traque s'est intensifiée. Viviane, depuis son lit d'hôpital, avait témoigné « Duval est un monstre ». Héloïse, plâtrée mais vindicative, avait fui en Italie, jurant de me traîner en cour. Camille et moi nous sommes cachés dans une masse abandonnée des Alpilles, vivant de pain et de figues, complotant une contre-attaque finale. L'idée est venue comme une épiphanie corrompue, révéler le vrai testament d'Henri, enterré dans le jardin de la villa, un codicille où ils déshéritaient tous, léguant tout à une œuvre caritative pour orphelins, sauf si le porteur de mon secret le méritait. Moi, le confesseur, était le juge. Nous avons exhumé le coffret sous un olivier maudit, au clair de lune, la terre noire collant à nos mains comme du péché. Dedans, le papier jauni, signant ma rédemption ou ma damnation. Mais Héloïse nous avait devancés. Arrivée avec des mercenaires, un commando de malfrats marseillais, elle nous a cernés dans le jardin. C'est fini, a-t-elle triomphé, un pistolet à la main. La villa brûlera avec vous dedans. Le climax a éclaté en feu d'artifice sanglant. Fusillade dans les oliviers, balles sifflant comme des cigales enragées. Camille a été touchée, s'effondrant dans mes bras, du sang fleurant l'iode et la trahison. Pars. Vie pour nous, a-t-elle gazouillé. J'ai riposté, abattant deux gardes, puis Héloïse un tir chanceux dans l'épaule, la clouant au sol. Les gendarmes sont arrivés, sirènes hurlant, et le chaos s'est refermé. Arrestation, ambulance,
flash de Varmatin immortalisant notre chute. Au tribunal de Draguignan, le procès a divisé la France. D'un côté, moi, le vengeur trompé, gardien d'un secret familial. De l'autre, Héloïse, la survivante abusée, pleurant sur un héritage volé. Les jurés ont hésité, le pays avec pétition pour ma libération, il a rendu justice aux orphelins. Contre-manif, meurtrier en série. Viviane est morte en cours, un infarctus théâtral, maudissant mon nom. Et le twist final. L'ADN a prouvé que j'étais bel et bien le fils d'Henri. Une erreur dans les archives de Lyon, un mensonge de la tante pour nous protéger. J'étais l'héritier, légitime. Condamné à 15 ans pour les morts de Julien et les assauts, mais gracié en appel pour légitime défense morale, j'ai émergé de Fresnes en 2035, brisé mes libres. La villa, vendue à l'État, transformée en musée des ombres familiales. Héloïse purge 10 ans à Fleury-Mérogis, Camille vit recluse à Avignon, un fantôme. Ai-je gagné? La revanche m'a sauvé et damné, un phénix calciné. Et vous, lecteurs, me jugez-vous héros ou monstre? La Méditerranée rit encore de nos folies, indifférente.